Oh, c'est pas vrai. L'ETC, ou encéphalopathie traumatique chronique, mieux définie comme une lésion cérébrale, est une maladie neurodégénérative souvent associée à des traumatismes crâniens répétés. Elle représente une menace importante pour la santé à long terme des boxeurs. Alors pourquoi prendre ce risque? Que savons-nous réellement de l'ETC et que peut-on faire pour la prévenir? Nous abordons tout cela et bien plus encore en approfondissant la bataille invisible entre les artistes martiaux et leur propre cerveau. L'ETC, également connu sous le nom de démence du boxeur, est une condition cérébrale progressive qui serait causée par des coups répétés à la tête. Avec le temps, les impacts répétés peuvent entraîner une accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Les symptômes de l'ETC peuvent varier, mais souvent il s'agit d'un changement de personnalité, d'une modification du comportement, parfois de troubles de l'humeur, la dépression, l'agressivité et des comportements violents, de l'impulsivité, une tendance à s'emporter facilement. Joel Lockwood a trouvé 5 études qui estiment qu'entre 28% et 46% de tous les combats se terminent par une mise hors de combat ou un arrêt technique du combat. Cela signifie qu'au mieux, un combat sur 4 auquel nous assistons le samedi soir entraîne une lésion cérébrale traumatique. Alors, à quel point ce problème est-il répandu? Quels exemples pouvons-nous citer? Eh bien, En 2012, les médecins ont diagnostiqué chez lui une forme dégénérative de démence, un type d'ETC. Elle est causée par des coups répétés à la tête. Gary Goodridge a été très ouvert sur l'impact que les combats ont eu sur sa vie depuis sa retraite. L'handicap mental est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui m'a paralysé. Tu t'en souviens? On était là à ce moment-là? Non, c'était à Los Angeles. Non, je ne m'en souviens pas. C'était il y a 4 ans. Comment dirais-tu que ta condition a évolué au cours des 4 dernières années? Tu sais quoi? Ça a juste empiré. Kat Zingano s'est elle aussi retrouvée à lutter contre des symptômes de traumatisme crânien et a constaté que l'UFC ne l'aidait pas vraiment. Ma mémoire était... Et ce sont toutes des choses dont je suis allée parler avec l'UFCPI. Parce que je me disais, je ne sais pas quoi faire. Oui, genre, je veux me battre. Ils m'ont proposé d'affronter Chris Cyborg en 145. J'ai dépensé mon propre argent pour essayer de comprendre tout ça, parce que rien de tout cela n'est pris en charge par l'UFC. Surtout parce que ce n'est pas, tu sais, quelque chose que j'ai déclaré pendant un combat. Donc même si c'est clairement venu de ce combat, tu n'es pas couverte? Quoi? Et puis il y a la parole de Nam Pham qui se détériore. Dans mon école, la Maru Academy, 10 heures. Et en montrant la voie vers Mars, plus tard. Une ancienne combattante de l'UFC récemment apparue dans l'actualité est Julie Kedzie. Après avoir pris sa retraite des arts martiaux mixtes en 2013, Kedzie a déclaré souffrir de dépression, d'anxiété, d'hyperactivité, d'impulsivité et d'un manque de sommeil depuis la fin de sa carrière de boxeuse. Tous ces symptômes sont liés à l'encéphalopathie traumatique et fin 2023, Kedzie a accepté de faire don de son cerveau à la recherche après sa mort. Il est important de noter que Julie n'a jamais subi de défaite par KO et pourtant elle souffre toujours des séquelles du traumatisme crânien. Mais comment est-ce possible? Eh bien, des recherches montrent désormais qu'un impact au cerveau aussi anodin que le fait de frapper un ballon de football de la tête peut être considéré comme un épisode sous-concussif, ce qui signifie que même sans jamais être mis KO, on peut tout de même subir des lésions cérébrales importantes à cause de coups répétés à la tête. Je ne crois pas avoir déjà eu de traumatisme crânien à cause d'un combat. Une chose importante à garder à l'esprit dans tout cela, c'est que ce sont des boxeurs professionnels. Ils risquent consciemment leur vie en échange d'une compensation financière. Alors, combien sont-ils payés? La réponse courte, pas grand-chose. Je viens pour l'argent, espèce de... L'UFC détient environ 90% des parts de marché, tant au niveau national qu'international, dans le MMA. Cela leur donne le contrôle non seulement sur les combattants de leur effectif, mais aussi sur le potentiel de croissance des autres organisations. Malgré l'énorme croissance des bénéfices de l'UFC année après année, la rémunération des combattants ne suit pas cette augmentation. On pourrait dire que, sans leurs propres sponsors, les combattants gagnent moins qu'il y a 10 ans. Il faut que ça évolue. Il faut que ce système évolue. Nos vies sont en jeu. Il faut prendre en charge les soins de santé. Notre santé doit être prise en charge. Même des superstars potentiels, comme Paddy Pimblett, sont engagés avec un contrat de base à 12 000 pour se battre et 12 000 pour gagner. Et certes, ils peuvent recevoir des bonus.
mais cela implique de prendre plus de risques. Regardez simplement les combattants qui ont reçu le plus de bonus dans l'histoire de l'UFC. Remarquez que chaque nom sur cette liste a également subi des dommages cérébraux importants. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se battre? Pour certains, nous avons demandé aux combattants pourquoi ils se battent. Certains aiment ça, d'autres ont été harcelés, et certains n'ont rien d'autre. Mais la réponse la plus fréquente, je me bats pour l'argent. Montre-moi l'argent. Et l'UFC le sait. Ils savent que leur principal vivier de recrues est souvent constitué de personnes désespérées et en difficulté financière. On peut même constater à quel point cela peut frustrer l'UFC lorsqu'un combattant a suffisamment gagné pour être, à leurs yeux, trop inactif. Ils comprennent combien il serait plus difficile pour eux d'organiser des combats si tout leur effectif gagnait suffisamment pour ne pas avoir à combattre sur demande. Je pense que Francis est dans une situation en ce moment où il ne veut pas prendre trop de risques. On dirait qu'il est dans une bonne position. Cela soulève bien sûr une question sur l'autonomie individuelle. Si une personne veut se battre et poursuivre la grandeur, qui sommes-nous pour lui dire non? Fais-nous entrer dans ton état d'esprit. Quand quelqu'un te dit quoi faire et ce que tu devrais faire, eh bien, comment est-ce que ça te fait sentir? Je suis un combattant car je n'ai jamais pu supporter que quelqu'un me dise quoi faire. Les vrais boulots, c'est... Après tout, il existe des centaines de sports extrêmes et de loisirs mettant la vie en danger auxquels on ne cherche pas à empêcher les gens de participer. Si quelqu'un est pleinement conscient de tous les risques, alors c'est en fin de compte son choix d'entrer dans la cage. Et il semblerait que la majorité des combattants, du moins dans les ligues professionnelles, soient très conscients des dangers du combat. Mon palmarès est de 9 victoires, 1 défaite et un match nul. Je connais les dégâts que ce sport peut causer et quelles en sont les conséquences, mais je sais dans quoi je m'engage. J'ai choisi de me battre. Oui, et je sais exactement dans quoi je me suis engagé. Je ne veux pas devenir quelqu'un avec une mâchoire fragile à 40 ans, à me battre pour des miettes, en essayant encore de survivre tout en me faisant mettre KO à chaque combat. Oh, je veux accomplir de grandes choses et j'ai l'impression que la seule manière d'y parvenir, c'est par le combat. Ça me fait me sentir vivant. Je ressens, c'est comme une thérapie pour moi, c'est une forme de paix en quelque sorte. Même si certains le ressentent moins. Pas en des mots qu'on me répète, parce que je n'y connais rien. Je ne connais absolument rien au traumatisme crânien. Je ne sais rien sur les commotions cérébrales et sur l'usure du corps. Je n'y connais absolument rien. Mais pourquoi les combattants sont-ils prêts à prendre ce risque en premier lieu? Quand on examine le profil démographique des combattants de l'UFC, on constate que la majorité d'entre eux viennent de milieux défavorisés et ont choisi le combat faute d'autres opportunités. À 5 ans, je balayais le sol et je me disais « Mec, ce n'est pas ce que je suis censé être. Je suis destiné à être une icône. » Mais tout le monde autour de moi disait « Non, c'est comme ça que ça se passe. Tu vis dans cette petite ville et tu suis les règles. » Il a parlé de son enfance à Stockton, de l'absence de figure paternelle à la maison, du fait qu'il devait s'occuper de Nate, être le chef de famille, et qu'il n'aimait pas se battre, ni les dégâts que cela te cause. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, la rémunération des combattants est elle-même en crise, ce qui laisse entendre qu'il y a une sorte de tromperie ici. Un jeu d'illusion si vous voulez, un mirage d'une gloire potentielle qu'on agite devant de jeunes combattants affamés comme une carotte. Et dès qu'ils essaient de l'attraper, elle disparaît. Dans le célèbre poème de Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est, Owen décrit l'horrible réalité de la guerre et la compare à ce qu'on vendait aux jeunes hommes à l'époque. Si tu pouvais entendre à chaque soubresaut le sang gargouillé hors des poumons rongés par l'écume, obscène comme le cancer, amer comme le fiel des plaies ignobles et incurables sur des langues innocentes, mon ami, tu ne raconterais pas avec un tel enthousiasme aux enfants, avides d'une gloire désespérée, le vieux mensonge, Dulce et Decorum Est. Le vieux mensonge dont parle Owen ici, c'est qu'il est doux et honorable de mourir pour sa patrie. Mais pourquoi en parlons-nous? Eh bien, les parallèles entre le combat et la guerre sont souvent exprimés, non pas par les critiques de cette pratique, mais par les combattants eux-mêmes. Si l'un de nous part en guerre, nous partons tous en guerre. Bon les gars, je vais aller faire la guerre pour vous. Ne rate pas, je prépare la guerre. Ce sera une guerre sanglante. Et ça va être une véritable guerre, et on va être reconnaissant. C'est l'art de la guerre. Malgré que nous connaissons ces horreurs, nos gouvernements parviennent toujours à recruter de nouvelles troupes pour les envoyer en ligne de front. C'est parce que le vieux mensonge continue de nous être vendu aujourd'hui, mais pas à tous.
En particulier, les publicités ont tendance à vendre le style de vie militaire aux jeunes et aux marginalisés. J'ai quitté l'école à 16 ans, je me suis cassé le bras, j'ai braqué une banque. À 18 ans, je travaillais de nuit dans un château. C'est vrai, je suis né à Carlisle, mais j'ai été façonné par la Royal Navy. On observe une représentation similaire chez les combattants de l'UFC aujourd'hui aussi. On leur vend un chemin violent et glorieux vers l'immortalité, et certains semblent effectivement atteindre ce rêve. Mais pour l'immense majorité qui n'y parvient pas, ce n'est qu'une question de temps avant que le vieux mensonge de l'UFC ne se révèle. Je ne veux pas être un héros. On gère ça, Max. Tu es un champion. Je ne l'ai pas en moi. Tu es un champion. Je ne l'ai pas en moi. Tu es un champion. Il s'avère que si vous prenez un homme pauvre et sans éducation, et que vous le persuadez qu'il deviendra champion du monde et millionnaire un jour, il sera prêt à tout risquer sur ESPN pour 12 000 $. La plupart des combattants, bien sûr, ne deviennent jamais champions ni superstars. Une fois que la plupart des combattants réalisent qu'on leur a vendu ce mensonge, il est déjà trop tard. Ils ont déjà été broyés et recrachés par la machine des sports de combat, laissés sans un sou, avec peu de compétences exploitables et un risque de lésion cérébrale. Certains combattants semblent en paix avec le fait qu'ils pourraient souffrir d'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, à l'avenir, croyant soit que cela ne leur arrivera pas, soit que si cela arrive, ça en vaudra la peine, parce qu'ils seront champions. Mais comme nous le savons tous, n'importe qui peut se faire attraper. J'ai toujours eu l'impression que je gagnais le combat, puis je me suis fait avoir. Anderson. Oh non, il s'est fait toucher. Regardez le champion. Il le projette dans le coin. Il l'a blessé 3 fois au cours des 60 dernières secondes. Il est à terre. Et si n'importe qui peut se faire avoir, la vie de n'importe qui peut basculer. Bonjour, tu vois, j'étais boxeur professionnel, originaire de Porto Rico. Waouh. Et moi, ils ont trouvé que j'ai des lésions au cerveau, ce qui a conduit à d'autres examens et j'ai découvert que j'étais atteint de démence. Croire que tu peux sortir indemne de cette épreuve, c'est croire que vous êtes imperméable aux balles. Je ne veux pas de ce genre de vie pour moi. Je veux être le plus grand combattant de tous les temps. La raison pour laquelle ces deux stratégies de recrutement fonctionnent, c'est que ces jeunes hommes sont souvent désespérés de trouver une échappatoire à la monotonie de leur vie quotidienne. Ils veulent répondre aux attentes qu'ils ont de ce qu'un homme devrait être, et à la fois la guerre et le combat correspondent à ces critères. Ils sont prêts à risquer leur santé, voire leur vie, sur l'autel de la gloire. En dehors d'un changement radical des règles, d'un médicament miracle ou d'une procédure médicale encore inconnue, il y a très peu de choses à faire pour rendre le combat sûr. C'est comme fumer. Il n'y a pas une manière sûre de le faire. La seule façon de donner un sens à l'ETC, c'est de faire en sorte que cela vaille enfin le risque. Lorsque Nick Diaz se préparait pour son récent retour contre Robbie Lawler, les gens débattaient pour savoir si l'élocution de la légende avait commencé à se détériorer. Je t'en veux pour ça. Si je me regarde de l'extérieur et que tu fais ça, je me dis, pourquoi? Je me dis, d'accord, oh, tu dois nourrir ta famille. Je me dis, eh bien, moi, j'ai nourri la mienne, tu vois. Si c'est bon pour lui, après avoir vu cette interview avec toi, j'étais un peu inquiet. Pour être honnête avec toi, je me suis dit, mec, peut-être que ce gars a subi des dommages dus à l'ETC. Qu'est-ce qui se passe ici? Cependant, ce qui a choqué ceux qui avaient suivi la carrière de Nick, ce n'étaient pas des symptômes évidents de lésions cérébrales, mais le fait qu'il pensait n'avoir rien accompli. À 36 ans, si tu continues à parler de ce qui te hante et te perturbe, et que tu vis encore avec les mêmes problèmes que tu évoquais il y a 5, 10, voire 15 ans, c'est un vrai problème. Pour moi, c'était... Même s'il ne parlait plus de la même manière, il disait des mêmes choses. Après des années de combats, de coups reçus et de séquelles subies, le plus triste n'est pas que Nick a des problèmes de santé. Lui, comme tous les combattants, savait dans quoi il s'engageait. Non, ce qui brise le cœur, c'est que malgré le fait d'être considéré comme une légende du sport, Nick ne pense pas que cela en valait la peine. Par conséquent, la solution n'est ni de blâmer les combattants pour ne pas avoir compris qu'ils faisaient partie des élus, ni d'édulcorer les arts martiaux mixtes, ni même d'en modifier les règles. L'UFC dit aux aspirants combattants, ici, c'est un endroit pour les meilleurs du monde. Si tu te bats de tout ton cœur, tu seras récompensé. Une méritocratie ultime. Peut-être qu'il est temps que cela devienne vrai. Nat, que dirais-tu aux enfants qui rêvent de devenir boxeurs à l'UFC? Ne te fais pas frapper. Ne te fais pas frapper.